13e rencontre littéraire ici à Val d'Isère. On se retrouve dans les charmants salons de l'hôtel partenaire de Radio et Télé Val d'Isère, les Barbes de l'Ours, à côté de quelqu'un que l'on connaît bien à Val d'Isère, c'est Jean-Marie Roire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Ravi de vous retrouver ici à Val d'Isère, en tant que skieur tout d'abord. Skieur, oui, mais enfin, je reste quand même écrivain. Oui, mais vous aimez quand même le ski ici à Val d'Isère. La tête et les jambes. Oui. Alors on va commencer par les jambes et on terminera par la tête. Non, j'aime beaucoup le ski et je dois dire, j'ai découvert tardivement Val d'Isère. Et bien que j'étais venu, je crois, il y a une vingtaine d'années. Et voilà, et je suis ravi d'être de retour, surtout aujourd'hui où il y avait un temps superbe. Alors un temps splendide, magnifique, une neige extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez fait sans indiscrétion comme piste? Comment vous avez occupé votre journée de ski? Je suis allé au col de Liseran. C'est Liseran? Ah oui, c'est ça, oui. Et j'étais déjeuné dans un petit bistrot de montagne qui s'appelle la Cascade. Et je dois dire, j'aime bien aussi ce côté. J'aime bien aussi l'après-ski, vous savez, cette atmosphère justement dans pleine nature, dans ces petits restaurants rondins. Voilà, moi j'aime bien ce côté. Je suis pas non plus quelqu'un qui passe son temps sur ses skis, mais qui aime bien aussi cette atmosphère. Puis ça me rappelle, ça me rappelle les souvenirs littéraires, ça me rappelle Hemingway. Moi j'avais adoré son petit livre qui s'appelait Paris est une fête, dans lequel il racontait les débuts des sports d'hiver dans les années 20, 25, ou en Autriche, et toute cette atmosphère qui est très très bien décrite, justement, le soir, et puis la fondue, enfin tout ce qui est autour des sports de montagne. Dites-moi, habituellement vous veniez avec un collègue en quelque sorte de l'Académie française, Jean d'Ormesson, il n'est pas là? C'est beaucoup plus qu'un collègue, c'est un ami? Un ami, c'est mon mentor, c'est quelqu'un à qui je dois énormément, puisque je le connais depuis que j'ai l'âge de 18 ans, donc c'est quelqu'un qui a été un phare pour moi, qui est toujours un phare, et qui est quelqu'un qui voyait, on se connaît quand même depuis près de 40 ans, un peu plus je crois, et c'est un homme que j'ai toujours vu attirer toujours vers le haut, voilà. Il m'a toujours porté vers le haut. Parlons un peu de l'Académie. Moi, je suis très intrigué par cette Académie française. Vous y êtes depuis 1997. Ça fait donc 15 ans maintenant. Qu'est-ce que ça apporte de faire partie de ce siège de la littérature et des lettres françaises? Vous savez, chacun a sa conception de l'Académie française. Et une fois qu'il y rentre, chacun a aussi son idée de ce qu'est un écrivain à l'Académie. Pour moi, c'est pas un but. C'est très bien, parce que moi, en plus, ça faisait partie. Moi, je suis encore un écrivain de la tradition. Donc moi, c'était très émouvant pour moi de me retrouver au milieu des écrivains que j'avais admirés quand j'avais justement 18 ans. C'était Jean d'Ormesson, c'était Michel More, Michel Déon, Félicien Marceau, bon, mais dans d'autres domaines, Lévi-Strauss, vous voyez. Donc c'était très impressionnant pour moi. Et c'était un peu symbolique, si vous voulez. Quand on écrit, on a envie que des grands aînés vous reconnaissent. Voilà, je crois que voilà à quoi ça correspondait. Mais il me semble que la meilleure façon d'honorer l'Académie et d'être un très bon académicien, c'est de continuer à écrire de bons livres. Mais vous vous sentez comme défenseur de la langue française? Oui, bien sûr. Mais vous savez, pas seulement comme académicien, j'espère défendre la langue française dans les livres que j'écris. Parce qu'au fond, qu'est-ce que serait la langue française sans les écrivains? Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la langue française, c'est qu'elle a été défendue, illustrée par Victor Hugo, par Corneille, par Racine, par Mauriac, par Monterland, par tous ces écrivains qui étaient de l'Académie française et beaucoup qui n'y étaient pas. Balzac n'y était pas, ça n'empêche pas d'avoir défendu comme standard à sa manière la langue française. Le patrimoine de la langue, eh bien, ce sont les écrivains qui l'ont fait. Les écrivains et en même temps le peuple français et l'Académie, voilà. Alors on va parler de ce livre que vous allez présenter dans le cadre des rencontres littéraires, Napoléon ou la destinée. Alors c'est pas du tout un livre d'histoire, hein. C'est pas un livre de l'histoire connue, en tous les cas et reconnue, tel qu'on l'enseigne dans les différentes écoles de Napoléon. Vous avez cherché un Napoléon différent, vous avez effectué en quelque sorte une étude de caractère. Oui, j'ai surtout voulu montrer un Napoléon paradoxal, c'est-à-dire ce qu'il était.
on avait oublié tous ces échecs. Et la véritable question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que nous nous identifions à Napoléon? Pourquoi est-ce que moi-même, à 20 ans, je me suis identifié à Napoléon? Alors qu'on ne le fait pas pour Louis XIV, par exemple. Voilà, alors que on ne s'identifie pas à Alexandre le Grand, Louis XIV, à Charles Quint. Et j'ai compris que la raison, et c'est peut-être en cela que mon livre est nouveau, enfin, parce que personne n'avait abordé cet aspect, eh bien c'est à cause de ces échecs. Parce que c'est très, très rare qu'un grand homme d'État eh bien, soit à ce point trompé par sa femme et qu'il lui pardonne. On n'imagine pas le général de Gaulle trompé par tante Yvonne, vous voyez. Donc, ce qui rend le général de Gaulle moins amusant que Napoléon. Et non seulement il a connu cet échec amoureux, plusieurs échecs amoureux avec Marie-Louise également, mais en même temps, il a connu énormément d'échecs, y compris l'échec final, l'échec à Sainte-Hélène, et qui est un échec quasiment choisi, parce que vous savez qu'il avait la possibilité d'aller aux États-Unis. Et donc, il y a chez lui beaucoup de... J'évoque également les erreurs de parcours. Enfin, au début, il voulait... Finalement, il ne s'intéressait pas du tout à la Révolution française, aux conquêtes de la Révolution. Il ne s'intéressait qu'à la Corse. Ensuite, la campagne d'Égypte, il faut bien reconnaître que c'est une colossal échec. C'est raté sur toute la ligne. Son retour aussi. Son retour aussi. Ensuite, le 18 Brumaire, eh bien, ça a été à 2 doigts, à un cheveu, que ça soit un échec. Mais ça a marché. Ça a marché. Donc, il y a chez lui ce mélange, finalement, on a l'impression qu'il va au-devant de l'échec pour le saisir et pour le dominer, comme il va au-devant de la mort pour la saisir et pour la dominer, même quand il tente de se suicider. Ça aussi, c'est quelque chose dont les historiens ne parlent jamais. En 1814, c'est ça. En 1814, dans la nuit du 12 au 13 avril, eh bien, au moment de l'abdication, il avale du poison et il veut mourir. Et puis, il va vomir ce poison qu'on lui avait préparé, d'ailleurs, au moment de la campagne de Russie, son chirurgien. Et donc, il va dire, puisque la mort ne veut pas de moi, j'écrirai l'histoire de mes braves. Alors, vous faites une analyse toute particulière de ces échecs. Vous allez même jusqu'à dire, par exemple, qu'il se met en avant de son bataillon comme pour mourir le premier, alors qu'on pourrait estimer qu'il s'agit d'un acte héroïque plutôt que d'une théorie de l'échec. Je crois qu'il croit à son étoile. Il se dit que tout ce qu'il pourra faire, tant que son étoile le protégera, il pourra le faire. Et le jour où cette étoile aura disparu, eh bien, il ne pourra plus rien faire. Ce qui a été le cas, d'ailleurs. Il avait parfaitement vu, parce que, étrangement, il y a chez Napoléon un mélange de mathématiciens, d'hommes rationnels, de polytechniciens, et un mélange très littéraire, très irrationnel. C'est un homme qui croit aux prédictions, c'est un homme qui croit à son étoile, c'est un homme qui croit aux forces de l'esprit, c'est un homme qui croit aux voyantes, lui-même fait des prédictions, qui se réalisent, enfin c'est extraordinaire. C'est un homme qui, de ce point de vue-là, est double. Comment avez-vous fait justement pour retirer des mots d'histoire, des lettres que vous avez lues, des livres d'histoire, cette personnalité qui finalement n'a jamais été enseignée à qui que ce soit? Eh bien simplement, je crois que je l'ai abordé avec mes moyens, qui sont ceux d'un écrivain passionné par l'histoire. J'ai beaucoup écrit sur l'histoire, puis j'avais fait d'autres biographies, celle de Morny, celle de Cardinal de Bernis. Mais je ne voulais pas faire concurrence aux historiens. Il y a de très grands historiens qui ont très bien parlé de Napoléon. Moi, ce que je voulais apporter, c'était un aspect qu'ils avaient qu'ils avaient oublié, qui ne les intéressait pas. C'est-à-dire l'aspect, justement, cet aspect d'échec, cet aspect d'incertitude, cet aspect de l'homme qui n'est pas une statue. Mais derrière, sous cette statue, il y a un cœur qui bat, il y a un homme mystérieux, un homme qui est beaucoup moins sanguinaire qu'on ne l'imagine, qui cherche à épargner les vies humaines. Au moment de la campagne d'Égypte, ils sont sur le bateau, et il y a un homme qui tombe à la mer. Et puis le capitaine dit, allez, on continue. Il dit non, on va essayer de le retrouver. Et il passe un temps fou à essayer de retrouver cet homme qui est tombé à la mer. C'est étonnant, ça ne correspond pas du tout à cette image de l'ogre qui laissait sur la plaine d'Austerlitz des milliers de morts et qui semblait être indifférent. C'est pas du tout un homme indifférent. Alors, vous avez fait aussi l'analyse que Napoléon était quand même un énorme communicant. C'est-à-dire qu'il a géré et régi un peu sa vie en fonction de la communication qu'il pouvait en tirer. Je dirais, communicant, vous voyez, il est très loin de Séguéla. C'est un homme quand même d'une autre, pas de la pub. D'une autre dimension. Je crois que ce qu'il a lui apportait, c'était comme Jules César. C'était la postérité. Donc, c'est vrai, il voulait laisser son image dans la postérité.
Mais c'est le cas, vous savez, de tous les grands artistes. Est-ce que vous croyez que Michel-Ange, est-ce que vous croyez que Victor Hugo, est-ce que vous croyez que tous les grands hommes n'ont pas eu aussi l'espoir de laisser un nom dans la postérité? Et d'ailleurs, on peut se demander même s'ils n'étaient pas prêts, jusque dans leur mort. Il y a un très beau mot de Napoléon, il dit « Tout le monde aimerait mourir assassiné à la condition d'être César ». Mais on a l'impression que lui-même n'aurait pas nécessité d'être assassiné si ça avait eu, disons, le caractère mélodramatique et le caractère historique de l'assassinat de César. Alors Jean-Marie Roire, ce bouquin, Napoléon ou la destinée, ce n'est pas votre seule corde à votre arc. En tous les cas, ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous venez ici à Val d'Isère, puisque vous allez venir ici, revenir 2 jours après votre présentation de bouquin et votre conférence ici à Val d'Isère, ou 2 ou 3 jours, le vendredi 1er mars, ici même dans cet hôtel, pour une conférence que vous allez mener à propos de la peinture impressionniste. Alors, il faut le savoir, la famille Roire, c'est pas seulement une famille de lettres. Oui, c'est vrai qu'elle a été très liée aux impressionnistes, puisque mon arrière-grand-père était Henri Roire, était le meilleur ami de Degas. Degas a fait 8 portraits de lui. Enfin bon, ils étaient très liés, très liés. Et puis ensuite, vous savez que le fils d'Henri Roire, Ernest, a épousé Julie, la fille de Berthe Morisot, qui était la nièce de Manet. Et donc moi, je l'ai connue, j'entendais toujours Julie au milieu de ces tableaux merveilleux. Elle avait 13 Manet. Elle disait mon oncle Édouard, c'était Édouard Manet, monsieur Degas, c'était Degas. Vous voyez, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là, d'avoir vécu dans une famille qui avait été non seulement liée, donc très liée à l'impressionnisme, mêlée à l'impressionnisme, et puis d'avoir eu un père peintre, Augustin, et son frère, Philippe, qui est également peintre. Donc c'est vrai que j'ai le goût de l'art. La peinture, au sens où je n'ai pas voulu continuer, ça faisait 3 générations de peintres. J'ai considéré que ça suffisait, mais moi, je suis resté quand même dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire dans ces valeurs artistiques, et je suis enchanté d'avoir vécu dans l'odeur de l'essence de térébenthine, et puis dans ces conversations en permanence, on ne parlait que de peinture, et c'est vrai que ça a créé dans ma jeunesse un monde enchanté. Oui, très enchanté, effectivement, c'est le mot, puisque au début du XXe, l'impressionnisme était quelque chose, fin XIXe, de totalement novateur. C'était le mai 68 de la peinture, en quelque sorte. Je dirais pas ça, parce que... Si je me suis peut-être mal exprimé. Non. Je dirais pas ça parce que ça a apparu, si vous voulez, c'est apparu comme quelque chose de révolutionnaire, oui, alors qu'en fait, c'était des classiques. Et d'ailleurs, Manet, c'est un classique. Oui, mais c'est a posteriori qu'on s'en aperçoit de ça, non? D'accord, mais c'est la définition de Proust. Proust dit d'ailleurs, toutes les grandes œuvres, même celles qui ont l'air les plus révolutionnaires, sont toujours des classiques. Parce que finalement, elles s'installent et on se rend compte que ce qu'on a... Regardez Céline. Céline, on avait l'impression que c'était une révolution, pas du tout. Au fond, c'est un... Enfin, je parle du Voyage au bout de la nuit. Flaubert aussi a choqué, puis on s'est rendu compte que au fond, c'est un classique. Et bien de la même façon, je crois que Degas, Manet, surtout, ce sont des peintres qui ont été tellement marqués, l'un par Ingres, et Manet par Velázquez, vous voyez, Murillo. Donc je pense qu'ils étaient très imprégnés par une forme de classicisme. Et l'aspect révolutionnaire qui, je crois que ça tient aux catégories sociales, à la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle, qui n'avait pas la culture de la bourgeoisie du XVIIIe, qui connaissait très très bien l'art. Là, c'est une bourgeoisie commerçante qui ne connaissait pas tout ça bien. Enfin, ça donne d'autres problèmes. Votre œil a changé par rapport à l'impressionnisme lorsque vous étiez enfant et maintenant? Ah oui, parce que je dois dire, quelquefois, vous savez, on ne parlait que de ça à table, on ne parlait que des peintres de la famille, que des peintres des gens qu'on avait connus, puis en plus de Léonard de Vinci, de tout. C'était la famille très élargie, vous savez. Et quelquefois, en plus, à table, on ne trouvait plus de pommes, plus d'oranges, c'était réquisitionné pour faire des natures mortes. Et puis tous les peintres de la famille voulaient vous prendre comme modèle. Et en plus, encore, le dimanche, mon père me disait maintenant, tu as bien travaillé, je vais t'emmener au Louvre. Je dis non, surtout pas le Louvre. Voilà. Il y avait, si vous voulez, ça faisait beaucoup. Voilà. Ça faisait une sorte pour moi, de saturation. Enfin, c'était l'impression que, vous savez, quand on a 9 ans, 10 ans, 11 ans, on n'est pas forcément prêt à comprendre toute la chance qu'on peut avoir. Et puis après, quand je suis devenu un peu moins bête, eh bien, j'ai compris que c'était vraiment formidable d'avoir vécu dans cette atmosphère, je dirais aérienne, voilà, aérienne, magique, du monde de l'art.
Je vous remercie d'avoir passé ces quelques moments. Je vous laisse aller vers les personnes qui vous attendent. Satisfait, content de revenir à Val d'Isère pour ces rencontres littéraires que vous connaissez bien? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime bien, vous savez, il y a des écrivains qui n'aiment pas rencontrer leur public, qui sont un peu sauvages. Moi, de ce point de vue-là, je suis très sauvage quand j'écris. Mais une fois que j'ai cessé d'écrire, eh bien qu'il faut présenter mon livre, ça me fait plaisir d'en parler avec des lecteurs, et surtout dans un cadre comme celui-ci. Merci Jean-Marie Roy. Merci.